bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette édition du 24h Sénat. Toute l'actualité parlementaire et politique. Voici les titres de ce vendredi 6 février. Va-t-on sortir du conflit en Ukraine à Moscou? Angela Merkel, François Hollande et Vladimir Poutine tentent en ce moment même de trouver une issue à la crise qui dure maintenant depuis 10 mois. Décryptage dans ce journal avec notre invitée Galia Ackerman, spécialiste de la Russie. Près d'un mois après les attentats contre Charlie Hebdo, le Sénat adopte l'amendement Charb, permettant une exonération fiscale pour ceux qui aideraient financièrement la presse d'information. Réduction d'impôt de 30% pour des investissements jusqu'à 2 000 €. Plus de détails dans notre journal. Et comme chaque semaine, nous finirons ce journal avec le regard décalé d'Alex Darmon dans son micro trop tard. Il est allé demander à nos députés s'il fallait supprimer le Sénat. Je vous le disais à l'instant, opération de la dernière chance pour la paix en Ukraine. Angela Merkel et François Hollande, le couple franco-allemand est en ce moment même avec Vladimir Poutine, le président russe, pour tenter de trouver un compromis. Depuis plus de 10 mois, vous le savez, le pays est en guerre, d'un côté ukrainien, de l'autre les rebelles pro-russes qui revendiquent l'indépendance de l'Est du pays. Avant de retrouver votre analyse, Galia Ackerman, vous êtes spécialiste de l'Europe de l'Est. On se tourne vers la France, où la communauté ukrainienne s'inquiète, mais elle s'organise aussi pour venir en aide à ses compatriotes. Reportage au cœur de la paroisse ukrainienne, poumon de cette communauté à Paris, avec Pauline Dame. Taras est inquiet. 10 mois de conflit, plus de 5000 morts. La situation est très grave en Ukraine. Nous sommes en état de guerre. Poutine, c'est lui qui tire les ficelles. Il y a eu des civils qui sont tombés, puis des soldats qui tombent tous les jours. C'est quelque chose de dramatique, quelque chose qui est insupportable. La colère, mais aussi l'incompréhension. Nadia est directrice de l'école ukrainienne hébergée par cette paroisse. Régulièrement, elle reçoit les parents d'élèves. À chaque fois, ce même sentiment. Ils ne comprennent pas pourquoi on a créé ces espèces de différences artificielles. Et pourquoi Poutine insiste et insiste et insiste. En Russie, il y a tellement de problèmes. La paysannerie est tellement pauvre. Pourquoi il ne s'occupe pas de son propre peuple? Ils ne comprennent pas, moi non plus. Face à l'horreur, la communauté s'organise. Je ne sais pas quelle date a été retenue finalement. Le jeudi. Alors que la place Maïden est le théâtre de violents affrontements, impossible pour ce jeune Ukrainien de rester passif. Il décide de créer l'association Aide médicale et caritative France-Ukraine, une manière pour lui de marquer sa solidarité. Nous avons tous la famille en Ukraine, beaucoup d'amis. Pour nous, c'était impossible de rester devant les télévisions et être simple témoin des fêtes. Donc nous ne pouvons pas intervenir physiquement. Donc on essaye d'intervenir au maximum à distance en récoltant le matériel médical, en envoyant les vêtements pour les réfugiés, les médicaments. Une diaspora unie dans son malheur et qui veut croire en une résolution du conflit. Un salut qui viendra peut-être de l'Europe. Notre invitée, Galia Ackerman, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de la Russie, historienne et journaliste. Alors en ce moment même, François Hollande et Angela Merkel sont avec Vladimir Poutine pour tenter de désamorcer les tensions en Ukraine. Ma première question, peut-on croire ce soir à une sortie de crise ? Je ne sais pas parce que, bien sûr, ils sont encore en négociation, mais personnellement, je suis un peu sceptique, ou même très sceptique. Je vais vous dire pourquoi. Parce que on sait que, en fait, ces rencontres, grosso modo, dans un format qui maintenant s'appelle le format de Normandie, sauf que Angela Merkel et François Hollande ont d'abord rencontré Petro Poroshenko avant d'aller chez Poutine. Donc, on ne sait pas, ils ne se sont pas réunis tous les quatre. Mais paraît-il que Poutine, en quelque sorte, a initié cette rencontre. Il est à la manœuvre aujourd'hui, c'est ça? Voilà, en proposant son propre plan de paix qui, d'après les médias russes, est une sorte de résolution de la crise à l'Abkhazie, c'est-à-dire la reconnaissance de Donbass en tant qu'une entité autoproclamée, non reconnue internationalement, mais donc qui aurait sa propre existence comme l'Abkhazie au sein de la Géorgie. Je suppose que ce plan ne plaît ni aux Ukrainiens ni aux Européens. On sait que Il y avait déjà des bases de paix, l'accord de Minsk,
qui avait Bien été dit en sûr, septembre, ça n'a jamais été respecté. mais ça n'a jamais été respecté parce que ça prévoyait aussi le retrait des troupes, l'instauration d'une vraie frontière, etc. Et Poutine a chauffé à blanc son opinion publique et tout le monde en Russie est d'accord, les analystes sont d'accord. Il ne veut plus et ne peut plus, face à sa propre opinion publique, lâcher les séparatistes. Ce qui veut dire qu'il faut maintenant essayer de trouver une parade pour reconnaître de facto l'indépendance du Donbass. Cela n'est pas acceptable pour les Européens, cela n'est pas acceptable pour les Ukrainiens. La seule carotte, en quelque sorte, que Merkel et Hollande peuvent, à mon sens, tendre à Poutine, c'est une promesse que l'Ukraine, si il y a le respect des accords de Minsk, si on revient à cette base de départ, En septembre, voilà, c'est le renoncement à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. François Hollande s'est exprimé dans ce sens, commencé la veille. Alors, on le voit, Vladimir Poutine est à la manœuvre. Est-ce qu'il peut se permettre aujourd'hui un conflit Est-Ouest par Ukraine interposée? Je crois que c'est quelque chose à quoi on prépare depuis un certain temps, depuis 1 an au moins, je dirais même plutôt 2 ans, l'opinion publique russe. La rhétorique du régime est ouvertement anti-occidentale. On considère que l'armée ukrainienne, Poutine vient de le déclarer il y a 2 jours, est une légion étrangère de l'OTAN, ni plus ni moins. Et donc, oui, il est clair que le projet eurasien de Poutine ne peut réellement être réalisé avec l'absence de l'Ukraine. Donc, il faut de toute façon, le projet, c'est de briser l'Ukraine, soit briser en deux, soit obtenir qu'il y ait un régime à Kiev favorable à Moscou. C'est ce qui a été fait avec la Géorgie. Est-ce qu'on va à terme vers une partition de l'Ukraine? C'est ma dernière question, très rapidement. J'espère que non, parce qu'il n'y a aucune raison de le faire. Vous savez, dans tous les cas, jusque-là, toutes ces républiques séparatistes non reconnues, qu'il s'agisse du Haut-Karabakh ou de l'Abkhazie ou de Transnistrie, il y a toujours une opposition ethnique. C'est-à-dire, les Abkhazes est une ethnie totalement différente des Géorgiens, Transnistrie, c'est des Russes au sein de la Moldavie, etc. Mais les Ukrainiens et les Russes sont proches. Ouais. Il y a aussi beaucoup de Russes dans les autres parties de l'Ukraine. Il n'y a aucune raison de le faire. Merci. Je vous remercie, je vous coupe. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau ce soir. En bref, au Sénat, le groupe centriste perd 2 sénateurs de Polynésie, Tora Iriti et Vincent Dubois, 2 proches de Gaston Flosse. En effet, le Conseil constitutionnel annule aujourd'hui leur élection. Le jour du scrutin, ils auraient participé à une marche de soutien qualifiée par les sages de manœuvre de pression sur les électeurs. François Zocchetto, président du groupe UDI-UC au Sénat, espère le retour le plus rapide possible de ses collègues. Et puis, fébrilité à l'UMP demain, le parti réunit son conseil national dans un climat plombé par les polémiques. Dernière en date, la conférence rémunérée de son président Nicolas Sarkozy, lundi à Abu Dhabi, à quelques heures du rassemblement. Le point avec Samia Dechir. Officiellement, il s'agit de préparer les prochaines échéances électorales. Mais l'enjeu du conseil national de l'UMP de demain sera surtout de contenir les divisions. Le parti sort d'une semaine marquée par les polémiques. La dernière a éclaté jeudi après les révélations du magazine Marianne. Lundi, alors que son parti se déchirait sur l'élimination de son candidat dans le Doubs, Nicolas Sarkozy donnait une conférence chèrement payée à Abu Dhabi. La question, elle est, est-ce que quelqu'un qui est chef de parti doit avoir une activité professionnelle par ailleurs? C'est pas un rentier, il travaille. En ce moment, on est dans le 2 poids 2 mesures, où il faut dire c'est interdit et tout le monde s'y plie, ou c'est autorisé, tout le monde s'y plie. Quelques jours plus tôt, le parti étalait ses divisions sur l'opportunité d'un front républicain. Fallait-il faire barrage au Front National dans le Doubs en appelant à voter socialiste? Le parti s'est prononcé de justesse pour le ni PS ni FN contre la proposition intermédiaire de son chef.
Nicolas Sarkozy se trouve dans une position très délicate qui est celle d'être un chef de parti. Il est président de l'UMP. Et son obsession, sa ligne constante, c'est de faire en sorte qu'au sein de la famille UMP, il n'y ait pas de déchirure. Des déchirures et des coups auxquels s'attend Alain Juppé. Le principal rival de Nicolas Sarkozy aurait ironiquement déclaré préparer son gilet pare-balles et son casque à boulons pour se rendre à la réunion de son propre parti. Et puis vous pourrez suivre les temps forts de ce Conseil national et notamment le discours de Nicolas Sarkozy dès 15 h demain sur notre antenne. Hier, les sénateurs adoptaient l'amendement Charb du nom du dessinateur assassiné. Un texte permettant une réduction d'impôts pour les particuliers qui aident financièrement la presse d'information. Plus de détails avec Lucie Guillemot et Louis Sibyl. Ce numéro, désormais mythique, a battu tous les records de vente. 7 millions en tout. Historique. C'est oublié qu'il y a un mois, Charlie Hebdo tirait à seulement 35 000 exemplaires. L'hebdomadaire avait de graves difficultés financières. Pour y faire face, Charb, son directeur de la rédaction, mort lors des attentats, avait une idée. Il voulait rendre les dons aux journaux déductibles des impôts. Les sénateurs lui ont donné raison hier. Ils ont voté à l'unanimité un amendement qui porte désormais son nom. Moi, je suis évidemment très fier que nous ayons été sans cesse à l'initiative depuis décembre. Et c'est un bel hommage rendu à Charb, qui malheureusement n'est plus là, mais à toute l'équipe qui, autour de lui, avait travaillé à cette proposition. Ce don doit concerner une entreprise de presse d'information politique et générale de moins de 50 salariés. Il est déduit à hauteur de 66% aux impôts. La principale association chargée de collecter ces dons, c'est Presse et Pluralisme. En 2014, 3 millions d'euros ont été donnés à 40 titres différents. Depuis les attentats, ce sont déjà 2,3 millions d'euros qui ont été collectés. Mais ce sont ces journaux eux-mêmes qui font appel à leur public pour assurer leur pérennité, leur développement. Et donc ces journaux-là, qui ont besoin d'exister, qui ont besoin de leurs lecteurs devenus des partenaires en quelque sorte, c'est ce qui va leur permettre de durer. Le secteur de la presse est bien en crise. L'État donne près de 500 millions d'euros chaque année au titre de presse. En 20 ans, les revenus des journaux ont perdu en moyenne 17 millions d'euros. Et c'est le moment que vous attendez tous, comme chaque semaine. Alex Darmon, notre reporter Trublion, vous propose son micro-trottoir. Cette semaine, il s'est rendu à l'Assemblée nationale. Question aux députés, faut-il supprimer le Sénat? Allez, on regarde. Cache la caméra, on va se faire repérer, il y a Claude. Il y a Claude, cache la caméra. Il est beau. Cette semaine, pour le micro trop tard, on est donc à l'Assemblée, changement d'ambiance, pour savoir s'il faut supprimer le Sénat après les propos de Claude Barthelone. Mais qu'en pensent les députés? Allez, venez, on va aller vérifier. Monsieur Mariton, une question. Qu'est-ce qu'on fait avec le Sénat? Comment ça peut se passer? Parce que par rapport à tout ce qui est Sénat, il paraît que vous voulez supprimer le Sénat? Ah non, moi je ne fais pas partie de ceux qui veulent supprimer le Sénat. C'est pas cool et c'est surtout très bête. Toutes les expériences dans l'histoire française où il n'y avait qu'une seule chambre, depuis la Révolution, eh bien elles ont abouti à un échec et parfois à des révolutions. Je trouve qu'il y a un jeu extraordinaire ici, de poser une question très importante sans avoir le temps de répondre. C'est possible, un divorce à l'amiable entre le Sénat et l'Assemblée nationale. À l'amiable. À l'amiable? À l'amiable. Qui va s'occuper des amendements après? Je déciderai. C'est pas le débat. C'est pour nous ça, le débat. Moi je suis pour la transformation du Sénat en assemblée des territoires sur le modèle d'une Bundesrat ou le modèle italien tel qu'il a évolué récemment. Non pas sa suppression mais le fait de le fusionner notamment avec le Conseil économique et social, ce qui est la proposition de Claude Barthelone, ça ne peut pas être tranché par l'un des deux époux. Qu'est-ce qu'on fait avec le Sénat? Là, on le rénove. On rénove? Oui, l'Assemblée aussi d'ailleurs. On pourrait supprimer l'Assemblée, on peut supprimer le Sénat, on peut tout supprimer, vous savez, dans un pays. On peut supprimer la démocratie aussi, si c'est ça le débat que vous voulez avoir. J'insiste pas par rapport au Sénat. Non, vous n'insistez pas. Voilà. Vraiment? Non. Bon. Si on fait tous ces changements, est-ce que vous serez sénateur après? Bonne question. Ah. Faut jamais injurier l'avenir. Ah, voilà. Après 3 mandats de député, on devrait être automatiquement sénateur à vie. À vie. Il est sympa, mais il m'a fait mal. Hein.
Vous êtes pour le Sénat? Ah, moi je suis pour le Sénat, non, je suis rassuré là. Vous êtes rassuré, je vois bien avec ce que vous tenez à la main là, effectivement. Voilà. Allez, l'Assemblée c'est fait, je rentre chez moi, je vais retrouver mon jardin du Luxembourg. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Très bon week-end sur Public Sénat.